بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، نبدأ على بركة الله. لا كونفيرونس ديال هذا النهار هي s'intitule le renforcement des capacités، ومعنا الإخوان كي فون انيمي مسيو حمزاوي عبد الرزاق، هو اللي غادي يبدا لا كومونيكاسيون ديالو. من بعد معنا الدكتور بقالي سعيد، اللي سي حمزاوي عبد الرزاق عفوا هو سي ان كادر، un ingénieur lauréat de l'école Mohammedia d'ingénieurs, une grande expérience dans le domaine associatif, où il travaille à l'Office national des hydrocarbures et des mines. Après, donc, ouais, il va parler du programme management des bénéfices et risques associés. Donc, c'est le premier intervenant. Je donnerai la parole au représentant d'Enabel. Donc, c'est Abdelrahman, mais je pense que c'est un autre qui va faire l'exposé. Donc, j'attends sa confirmation. Les programmes de la GIZ sur le renforcement des capacités et aussi le renforcement des capacités dans le cadre de régionalisation avancée qui va être exposé par Madame Wafa Bouchouat. Donc, si vous permettez, je donne tout de suite la parole à Abdelrazak Hamzaoui. Il est quelle heure? Hein? Donc un quart d'heure, si vous permettez, M. Hamzaoui. Vous avez un quart d'heure, s'il vous plaît, à ne pas dépasser. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier la Fondation qui m'a donné l'occasion de partager avec vous ces bonnes pratiques. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis d'origine d'Ofos. Et puis, comme l'a dit Monsieur le Président, donc, je suis responsable à l'ONU, mais aussi je suis le secrétaire général de l'association Project Management Institute au Maroc, qui est, si vous voulez, une antenne de l'institution Project Management Institute à l'international. C'est l'institution qui certifie tout ce qui est management de projet, management de programme. Alors, c'est une association donc à but non lucratif, et puis son but, c'est de promouvoir les bonnes pratiques. Donc, mon intervention, ça sera intitulé donc tout ce qui est programme management, quels sont les résultats qu'on peut espérer, quels sont les risques qui sont associés, et ainsi de suite. Alors, avant d'entamer ma présentation, donc, le début des années 91, il y a eu une prise de conscience, surtout en Angleterre et puis aux États-Unis, sachant que énormément de dépenses ont été faites, mais il n'y a pas d'impact sur le citoyen. Pire encore, plusieurs livrables ont été livrés, mais aussi il n'y a pas eu un impact tangible sur les citoyens. Ce qui veut dire qu'on avait géré des projets de façon excellente, réussie, on a livré les livrables, et puis on a géré les projets à temps avec les délais qui s'imposaient, ainsi de suite, mais il n'y a pas eu d'impact sur les citoyens. C'est à ce moment-là qu'on ne parle plus disons, de livrables et ainsi de suite, ou bien, si vous voulez, c'est pas une remise en cause, mais c'est une prolongation du management de projet en programme, pour qu'on puisse assurer que les citoyens ou bien les parties prenantes intéressées auront un impact. Ça.
Alors, je commence par une métaphore, c'est celle des voitures et un voyage. Donc, si nous sommes dans une culture de livrable, de management de projet, donc on va livrer quelque chose de physique qui peut ne pas être utilisé après. Si nous sommes dans une politique de programme ou dans une perspective de programme, nous sommes plus orientés voyage. Mais qui dit voyage nécessite des préalables. Ça veut dire qu'il faut que l'infrastructure soit prête, il faut que les compétences soient prêtes, il faut avoir disposé d'un processus donné, et ce qui est intéressant aussi, il faut disposer d'un système de prise de décision. Ce qui n'est pas toujours le cas si nous sommes dans une perspective de management de projet. L'exemple que je donne toujours pour illustrer ça, c'est la ville de Sel El Jadida en comparaison avec la ville de Tamansourt. Qui dit la ville de Sel El Jadida? On a fait le nécessaire pour que toutes les conditions nécessaires pour une vie normale d'un habitant à Sel El Jadida soient prêtes. Par contre, à Tamansourt, nous étions dans une politique de projet, on a construit des bâtiments, mais Tamansourt, en tant que ville, tarde à réussir. Ça veut dire que si nous sommes dans une perspective de réussir ce qu'on appelle un bénéfice en anglais pour les citoyens, nous sommes plus dans une perspective de créer des conditions et pas livrer un livrable. Et puis laisser la partie prenante concernée profiter des conditions. Qui dit partie prenante, ça veut dire qu'il faut faire le nécessaire pour les engager. Alors, mais il faut commencer par où? Par quoi plutôt il faut commencer? La meilleure façon, et puis ce que disent les bonnes pratiques, c'est de commencer par la fin. Comme on dit en anglais, start with the end in mind. Ce citoyen qu'on veut lui améliorer les conditions de vie, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin? Et puis à partir de là, on descend petit à petit jusqu'à la façon de faire, et puis jusqu'au livrable, et puis jusqu'au projet. Pour illustrer ça, je me suis basé sur les informations publiques du plan Maroc Vert, qui sont disponibles dans le site web du ministère de l'Agriculture. Donc, première des choses, des objectifs clairs ont été adoptés. Ça veut dire que, qui dit objectif clair, dit une quantification de cet objectif. On parle de l'augmentation du revenu agricole, donc on peut le quantifier. On parle d'une amélioration notoire du PIB agricole, on peut le quantifier. On parle des investissements, une amélioration des investissements privés, on peut les quantifier, ainsi de suite. Ça, c'est le point de départ. Donc, on réalise ce qu'on appelle une illustration de la vision sous forme d'objectifs. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse réaliser ces objectifs? C'est à ce moment-là qu'on peut passer d'un objectif stratégique à un bienfait, ou bien un bénéfice au sens anglais, qui est défini comme une amélioration positive qui dure dans le temps. Une fois que ces bienfaits sont bien cartographiés, donc on passe aux initiatives pour qu'on puisse réaliser ces bienfaits. C'est à partir de ces initiatives-là, donc je récapitule, des objectifs stratégiques, des bienfaits, pour réaliser ces bienfaits des initiatives, à ce moment-là, on passe des projets. On ventile ça sous forme de projet, pour avoir ce qu'on appelle des chaînes de réalisation des bienfaits. Et ce qui a été remarqué généralement, c'est que si nous sommes dans une culture de management de projet pur et dur, qui a quand même son apport, on ne fait pas trop attention à ce genre de choses. Imaginons que nous sommes, qu'on cadre ça, plus ou moins, en fonction, on met l'axe de réalisation des bienfaits dans l'axe des ordonnées, et puis l'axe de gestion des parties prenantes dans l'axe des abscisses. Alors, si vous maîtrisez
donc la chaîne de réalisation des bienfaits. Et puis, si vous avez des parties prenantes qui sont engagées, vous pouvez parler de bénéfice qui est durable dans le temps. Si vous êtes dans une perspective où il y a une faible participation des parties prenantes, mais quand même vous avez votre chaîne qui est maîtrisée, vous pouvez réaliser ça, mais ce ne sera pas durable. L'inverse, c'est que si vous, même si vous avez des parties prenantes qui sont engagées, mais vous ne maîtrisez pas la chaîne, vous allez être dans une politique de projet, donc vous réalisez des choses, vous allez construire des écoles, vous allez construire des routes, etc. Mais peut-être les parties prenantes ne vont pas en profiter. Ou bien peut-être ils vont réagir à l'encontre de ce que vous êtes en train de livrer. Alors, qui dit tout ça, il y a un autre aspect à ne pas négliger. Il faut, pour qu'on puisse maîtriser ça et puis faire un suivi, il faut disposer d'un système de gouvernance. Un système de gouvernance, il a ses composantes, comme tout système. La première composante, ce sont les acteurs clés de ce système de gouvernance. Donc, un système de gouvernance, ce n'est pas quelqu'un seul qui décide, mais qu'il y a une structure, qu'il y a des process, et qu'il y a une finalité. Alors, pour avoir un système de gouvernance qui est relativement cohérent, 3 catégories doivent être représentées. Première catégorie, c'est ceux qui ont financé les programmes. Deuxième catégorie, ce sont les gens qui ont la compétence pour gérer ce programme, ou bien les compétences du domaine. La troisième catégorie, c'est la partie prenante qui va profiter de ce programme. Si vous avez une catégorie qui manque, vous ne serez pas en mesure de prendre des bonnes décisions. La première chose, il faut disposer des règles du jeu. Les règles de prise de décision doivent être claires et nettes. Troisièmement, il faut avoir ce qu'on appelle des enregistrements des prises de décision pour avoir un historique, puis se baser sur ça pour évoluer. Sachant que les programmes sont étalés sur une longue durée, donc généralement c'est quelques années, ça veut dire que durant cette durée, il y a énormément de choses qui peuvent changer. Ça veut dire que le système de gouvernance sera en mesure de tenir compte des informations. Ça veut dire qu'il doit disposer d'une unité qui va s'occuper de la récolte de l'information à jour et pertinente pour qu'il puisse prendre la décision. Autre chose, si on parle de parties prenantes qui vont profiter de ces bienfaits, il se peut que la partie prenante n'a pas assez de capacité ou bien de formation ou bien elle n'est pas en mesure de décider ce qu'il veut exactement. Ça veut dire qu'on peut penser à une formation particulière dans un domaine particulier pour la partie prenante pour qu'elle l'amène à prendre la bonne décision, mais jamais décider à leur place. Alors si on fait le même schéma, donc nous avons mis en place un système de gouvernance qui est relativement flexible et cohérent, et puis on a une bonne architecture du programme. Donc les chaînes de réalisation des bienfaits étaient maîtrisées. Donc si vous êtes vous n'avez pas fait votre architecture qui est relative ou elle est moins cohérente, et puis vous avez un système de gouvernance défaillant ou même rigide, ça veut dire que vous serez en face des problèmes où vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions ou de prendre des décisions qui sont mauvaises. Ce sera un fiasco. Si vous avez une architecture qui n'est pas maîtrisée, mais comment vous avez une gouvernance qui est flexible. À ce moment-là, à chaque fois vous décidez, donc vous serez à chaque fois il y a un problème et puis on décide, à chaque fois il y a un problème, on décide et puis il n'y aura pas d'avancement. Si vous êtes dans une situation qui est cohérente, mais quand même un système de gouvernance qui est rigide, vous aurez des écarts énormes sans que vous vous rendez compte. Pour puisse s'assurer d'un succès, donc il faut avoir une architecture des programmes qui est cohérente, un système de gouvernance qui est flexible. C'est comme ça que vous allez
être sûr que vous allez avoir du succès. Et là, je partage avec vous un extrait du rapport de la Cour des comptes sur Manarat al-Hussein. C'est une information qui est publique sur le site de la Cour des comptes, ainsi de suite. Alors, ce qu'on lit, pratiquement, ce sont ces choses que je viens de partager avec vous. Donc, il y a la consistance du programme tel qu'il figure dans la Convention cadre a été arrêtée de manière approximative. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne architecture du programme. Il y avait une absence, ou bien il y a une absence de ventilation par projet. Ça, ce sont les modèles Sidri Justo qu'il a présentés devant Sa Majesté. Une attention particulière aurait dû être accordée à la mobilisation du foncier. On dit la gouvernance. Donc, on parle d'architecture qui n'est pas maîtrisée, on dit la gouvernance. Le comité local de supervision et de suivi n'a pas été en mesure de mobiliser les autres partenaires en termes de contribution effective et réactive. Le pilotage devrait se faire au niveau du gouvernement, de la commission ministérielle et ainsi de suite. Donc, les défaillances, j'ai présenté ça pour tirer de leçons, parce que nous avons un cas pratique devant nous qui a eu quand même un impact sur la société et puis tout le monde était impliqué. Mais d'autre part, il y avait des bonnes pratiques où il fallait s'inspirer tout simplement. Je vais ajouter une minute ou deux sur le management des risques, sachant que le programme il est géré, comme je l'ai déjà dit, sur plusieurs années. Il y a énormément de choses qui peuvent changer. Et par suite, c'est toujours pas comme le management de projet où vous avez des risques qui sont maîtrisés. Par contre, le management de programme, une durée qui est relativement longue, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle les signaux faibles. Chaque fois qu'il y a un petit changement, il faut s'intéresser à ça. Et là, je partage avec vous une illustration du philosophe François Julien qui parle des transformations silencieuses. Donc, pour lui, c'est un philosophe sinologue, et puis pour lui, il n'y a pas d'événement isolé. Il y a ce qu'on appelle des transformations silencieuses qui créent l'événement isolé, mais cet événement, ce n'est qu'une conséquence de plusieurs facteurs qui... Vous avez encore 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. Pour illustrer ça, imaginez que vous avez des parties prenantes, les hauts débits étaient engagés, mais après 6 mois, une année, l'engagement un peu s'affaiblit. À un certain moment, ils ne sont plus là. Ça veut dire qu'en tant que manager de programme, il faut s'intéresser à ça pour creuser puis savoir la cause. La même chose pour les gens qui ont sponsorisé le programme. Pour les décisions, et là, ça rejoint le système de gouvernance pour les décisions qui ont été prises. Imaginez qu'au début, vous décidez de façon plus rapide. Après, vous faites un peu plus de temps pour décider. Puis ainsi de suite, vous faites un peu plus de temps. Ça veut dire que quelque part, vous allez buter. Ça veut dire que ça, c'est un signal où il faut faire attention. Pourquoi nous sommes en train de faire la même chose. On enregistre quels sont les défis qui ont été enregistrés, quels sont les problèmes. Et puis, il se peut qu'une telle catégorie de problèmes, elle émane d'une partie prenante donnée où il faut creuser pour traiter ça. La même chose pour les facteurs de l'environnement, ça peut être le coût de la matière première, ça peut être énormément de choses qui peuvent changer. Ça veut dire qu'il faut que vous disposez d'un système de récolte des informations pour que vous puissiez mettre ça à la disposition du système de gouvernance pour décider d'une façon saine. Sur ça, je termine mon intervention et merci à votre. Merci, c'est Hamzaoui. Monsieur Hamzaoui a évoqué un certain nombre de points très très importants que je voudrais donc pas
les partager, mais je vais un peu récapituler ce qu'il vient de dire en évoquant le management des projets et surtout la promotion des bonnes pratiques. Ça nous manque. On a déjà parlé, puisqu'on est sur la thématique de l'eau, on a des bonnes pratiques sur la gestion d'une façon générale des ressources naturelles, mais surtout de l'eau. Donc ça c'est des bonnes pratiques, donc c'est un projet en perspective avec la Fondation dans le futur. Et cette notion donc, des bonnes pratiques ou des managements de projet, la prise de conscience a commencé aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de livrables, mais il n'y a pas d'impact sur les populations. On livre des choses, mais les populations cibles ne bénéficient de rien. Il a évoqué les perspectives de programme et les compétences, l'importance de disposer des compétences. On ne peut pas travailler sans compétences. Et concernant la perspective, donc toujours de projet, il a évoqué des exemples. Le premier, c'est celui de Tamansourt, à Marrakech, qui n'a pas réussi en quelque sorte, alors que Salah al-Jadida, où on a créé des conditions favorables pour le projet, il y a une réussite. Cheikh Hamzaoui également a évoqué un point très important, donc tous les acteurs de développement, il faut qu'on l'ait en tête, c'est un rappel, vous le connaissez tous, on ne peut pas faire des projets si on ignore les besoins des populations cibles. Donc on se pose après la question, que faire pour atteindre ces besoins? Là, on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre ces besoins? Donc il y a des initiatives qui se concrétisent en termes de projets, transformés en projets. Elle a évoqué également les risques et l'importance de l'appropriation des parties prenantes pour assurer la durabilité. Parce que si on n'a pas les parties prenantes avec nous, notre projet ne peut pas être durable dans le temps. Il a évoqué aussi, il a encore rappelé l'importance des compétences, et ça c'est tout à fait normal. Si on n'a pas de compétences, on ne peut pas avancer dans la règle aussi des prises de décision. Un autre point très important, c'est l'architecture et la gouvernance. Et il a bien dit, ne jamais décider à la place des autres. Ça c'est très très important. C'est l'approche participative. Il faut écouter les gens et prendre la décision qu'il faut. Système de gouvernance aussi, pour qu'il y ait un succès, il faut qu'il y ait la flexibilité dans le système de gouvernance. C'est très important. Si on n'est pas flexible, on est comme ça rigide, des fois c'est l'échec. Et pour terminer, donc pour faire vite, il a évoqué le rapport d'évaluation du programme de développement de la province de l'Hassima. Il y a deux principales contraintes, c'est pas de bonne architecture donc de programme, il y avait une mauvaise architecture, et deuxièmement, il y a une défaillance en termes de gouvernance. Donc merci Cheikh Hamzaoui pour cet exposé très très important. Je donne tout de suite la parole au docteur Bakkal Saïd, qui est directeur du centre agroalimentaire et oléiculture de Meknès, de l'office de formation l'OFPPT, et donc qui va parler un peu de la formation, donc le renforcement des capacités et des entreprises agricoles. Vous avez la parole, Dr Saïd, et vous avez un quart d'heure. Merci, Monsieur le Président. Honorable assistant. Comme vous connaissez très bien que l'OFPPT, l'Office de la formation professionnelle et promotion du travail, il fait partie, ou bien il est le leader de la formation professionnelle au Maroc. En plus, il est toujours à l'appui et on peut dire le renforcement des capacités des entreprises, soit agricoles, soit agroalimentaires, ou bien dans d'autres secteurs, ou bien de tous les secteurs qui existent au Maroc. L'Office de la formation professionnelle, l'OFPPT, il renferme plus de 360 établissements de différentes formations dans les différents secteurs. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner des exemples de renforcement des capacités de l'Office de la formation professionnelle pour les entreprises agricoles et agroalimentaires. Le rôle principal toujours de l'Office de la formation professionnelle, c'est de former ou bien de préparer des ressources humaines qu'on peut dire formées avec des compétences techniques bien adaptées et très ciblées selon le besoin du marché du travail et selon le besoin des entreprises. Donc, toujours l'OFPPT, il poursuit sa stratégie pour appuyer
et les entreprises et pour former des jeunes selon le besoin. L'Office de la formation professionnelle, depuis sa création, donc elle répond toujours aux besoins et la commande des entreprises. Donc selon les besoins, selon les recommandations du gouvernement, selon les besoins et les bons de commande des entreprises, l'Office de la formation professionnelle, il est là pour essayer de former des jeunes avec des compétences, avec des qualifications spécifiques, adaptées selon le marché. On donne l'exemple au niveau de la formation professionnelle concernant le secteur agricole et agroalimentaire. Le secteur agricole et agroalimentaire, l'Office il a pris la décision après le lancement du plan Maroc Vert. Donc le premier secteur ou bien le premier établissement dans le secteur agroalimentaire a été lancé en 2004. Depuis, il y avait plusieurs centres qui sont préparés. Comme vous savez que l'industrie agroalimentaire, c'est le deuxième branche industrielle au niveau du pays avec 30% de la production industrielle et représente entre 16 et 17% au niveau de l'exportation. Dans ce cas, l'Office de la formation professionnelle, il est là pour renforcer et appuyer et encadrer les entreprises agricoles et agroalimentaires pour suivre le plan Maroc Vert. Concernant les établissements, on peut dire que depuis 2004, jusqu'à maintenant, il y a l'Office de la formation professionnelle a créé 7 établissements dans le secteur agroalimentaire et agricole. Le premier centre a été à Berkane en 2002. Après, il y avait c'était un projet en partenariat avec le Comité européen. Et après, il y avait des autres centres qui sont démarrés en 2004, 2010, 2011, 2012. Donc, chaque fois, on essaie de créer des centres dans des zones ou bien dans des régions pour essayer de toucher le maximum des entreprises agricoles et agroalimentaires. En passant par... En passant par Casablanca, Salé, où il y a la technique agricole, Berkane, il y a le conditionnement des agrumes et des fruits et légumes. Et il y a Figuig et Zagora, il y a la valorisation des dattes. Et Agadir, il y a le conserve des produits agroalimentaires. Il y a Meknas, où il y a l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, jusqu'à maintenant, la formation professionnelle, il y a une formation plus de 3500 lauréats, ou bien chaque année. Cette année, on a lancé un nouveau centre à Meknes, qui est le centre spécialisé en agroalimentaire et agriculture. Et la formation en agriculture et en technique, c'est le premier centre au Maroc de la formation spécifique pour aider les entreprises agricoles à mieux produire, à mieux gérer les fermes oléicoles et en même temps à mieux gérer la production et la qualité d'huile d'olive. Pour le plan de développement de 2021, il y a 5 établissements qui sont en cours de construction. Il y a Bni Mellal, qui va être un centre d'agriculture et agroalimentaire. Il y a Berkane aussi, c'est un centre d'agriculture et agroalimentaire. Kenitra, c'est un centre aussi d'agriculture et agroalimentaire. Et Agadir, c'est un centre agroalimentaire et dédié vers la pêche maritime. Pour la formation professionnelle, on peut vous résumer qu'il y a 17 filières de formation. Ces 17 filières, elles touchent à peu près toutes les compétences demandées par les entreprises, soit agricoles, soit agroalimentaires, en passant par les ouvriers qualifiés et vers les techniciens qualifiés et les techniciens spécialisés. En plus,
pour donner plus d'importance à la formation professionnelle et pour augmenter l'employabilité des jeunes, surtout des lauréats des facultés. La formation professionnelle a lancé des formations qualifiantes, soit d'une année, soit de 6 mois, pour augmenter les capacités de formation. La plupart, c'est pour les lauréats des facultés de sciences, pour former des jeunes soit au niveau de la qualité, soit la certification, soit au niveau du système de management, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Au niveau des partenariats, l'Office de la formation professionnelle elle a lancé depuis le lancement et l'accompagnement du Maroc Vert plusieurs partenariats et de conventions cadres. On peut citer par exemple la Fédération nationale des minoteries, c'est un centre qui est à Casa, l'Institut spécialisé en industrie agroalimentaire à Casa, donc c'est la Finagri, notre partenaire, l'assistance technique, soit au niveau des instituts nationaux et internationaux, par exemple l'ESF, l'agroalimentaire Casa avec Montpellier, l'ESTA, transformation des dates FIGIG, partenariat avec le ministère et l'IAV, Hassan II. Par exemple, l'ISTIA Berkane, c'est avec l'emballage, donc le partenariat, c'est avec la France et avec la région. Boknadel, c'était c'est un centre technique d'agricole. Il est en collaboration avec le ministère et la Fondation Mohamed V. On peut donner exemple, par exemple, au niveau de la formation professionnelle et qui sont les compétences qu'on donne aux jeunes, aux lauréats. Vous avez encore 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes, ok, je vais être bref. Donc, concernant les formations professionnelles et pour renforcer les capacités, tous les centres sont dédiés à la formation professionnelle, mais aussi pour renforcer la formation des adultes et des personnels des entreprises. Et dans ce cas, toutes les entreprises ou bien les personnels des entreprises ils peuvent bénéficier des compétences techniques et de l'ingénierie au niveau des ateliers. Donc, on a les ateliers de lait et des dérivés. On a des ateliers de fruits et légumes, de transformation de fruits et légumes avec du conserve. On a des ateliers de transformation céréales, c'est-à-dire première transformation au niveau de minoterie, soit de la farine, soit deuxième transformation au niveau des formations des pâtes et des biscuiteries. On a aussi la partie concernant la maintenance. On donne un appui aux entreprises pour faciliter la maintenance préventive et curative. Parmi les autres ateliers qui viennent d'être lancés, c'est les ateliers oléotechniques. Oléotechnique, c'est-à-dire il est équipé avec des machines pilotes pour la production d'huile d'olive et il est dédié à la formation professionnelle, mais aussi il est dédié aux entreprises pour qu'elles fassent des essais et donner plus d'importance à la recherche et développement au niveau des entreprises. Tous les centres sont équipés des laboratoires, le laboratoire de contrôle de qualité et de contrôle d'hygiène, au niveau laboratoire microbiologique, laboratoire physico-chimique, laboratoire radiologique et laboratoire d'analyse sensorielle. En plus des ateliers de formation professionnelle, vous trouvez aussi des fermes pédagogiques qui sont dédiées à la formation, mais aussi aux expérimentations en partenariat avec les entreprises pour faire un peu de recherche et développement. Pour donner plus d'importance aux jeunes, l'Office de la formation professionnelle donne, en plus de la formation professionnelle, il donne l'importance à la formation parascolaire avec le sport, du théâtre.
On a aussi les centres qui sont équipés des internats modernes pour réceptionner ou bien pour accueillir les stagiaires qui sont loin. On a aussi des équipements modernes au niveau de l'agriculture. Parmi les services qu'on donne aux entreprises, c'est soit des formations spécifiques, soit des formations planifiées selon le besoin des entreprises. L'Office de la formation professionnelle est à côté pour donner un coup de main. Au niveau du partenariat international, l'Office de la formation professionnelle, donc, il donne plus d'importance au marché ou bien les relations sud-sud. Donc, nous sommes en train de donner un coup de main et de formation d'ingénierie au niveau de l'Éthiopie concernant l'eau et l'irrigation, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'agroalimentaire, au niveau du Niger aussi, de l'agroalimentaire. Merci. Merci beaucoup, Dr Saïd. Notre ami donc, a parlé des programmes de la formation professionnelle. Donc, ce qu'il faut surtout en matière d'accompagnement et d'appui aux entreprises agricoles. Et il a évoqué, il a bien parlé de l'émission du centre de formation professionnelle qui cible donc le marché du travail. Donc, il forme les techniciens, les qualifiés, etc., pour répondre aux besoins de travail. Ils ont 360 établissements dans différents secteurs. Et il a évoqué, donc, il a donné des exemples de renforcement des capacités pour les entreprises agricoles. Et il a commencé par le suivi du plan Maroc Vert. Donc, depuis 2004, ils sont là pour accompagner les entreprises agricoles, vu que l'agroalimentaire joue un rôle très très important du fait que 30% de la production, il constitue 30% de la production industrielle et elle constitue, toujours le secteur agroalimentaire, 16% des exportations nationales. Donc depuis 2004, 7 établissements ont été créés dans le secteur agroalimentaire, donc pour accompagner les entreprises agricoles et agroalimentaires. Donc c'est au niveau de Berkane, de Salé, de Casablanca, de Zagora, Agadir et Meknes. Il forme 3500 lauréats par an, c'est très important comme chiffre, très très important. Donc au niveau du centre de Meknes, il a ajouté qu'il y a une formation spécifique pour l'entreprise agricole en termes de gestion de la production, de la qualité de l'huile d'olive. Leur projection pour 2021, ils comptent réaliser encore 5 établissements. Ils sont en cours, donc à Beni Mellal, à Agadir, Berkane et à Kenitra. La formation professionnelle, elle touche 17 filières de formation. Donc, c'est des compétences, selon les compétences demandées par les entreprises agricoles. Donc, ils forment les qualifiés, les formations des techniciens et des techniciens spécialisés également. Ils ont des partenariats donc avec plusieurs institutions de recherche, l'Institut agronomique et d'autres institutions donc, marocaines. Et ils s'intéressent également à la formation des adultes. Donc, et ça, c'est très important. Le personnel même des entreprises, donc c'est un appel pour ceux et celles qui connaissent les entreprises. Il faut y aller, taper leur porte. Ils font ça pour les adultes. Donc ils ont plusieurs ateliers, donc dans plusieurs villes, des exemples d'ateliers de fruits et légumes, la transformation, la conservation, etc. Et elles font sur l'appui, sur la maintenance, ça c'est important, du matériel, etc., et des équipements. Et donc l'Office dispose de plusieurs labos, donc de recherche. Ils ont aussi une ferme pédagogique, donc ils font de la recherche et développement. Bon, on apprend des choses, c'est très important aussi. Et le partenariat international, donc il a terminé sur ça, donc il développe les relations sud-sud. Donc il travaille avec la Côte d'Ivoire, il travaille aussi, il donne des compétences et il forme au Niger aussi sur différentes donc, thématiques. Donc merci beaucoup, Dr Saïd, pour cet exposé. Je vous donne tout de suite la parole à notre collègue, M. Mohamed Bouiz Marni, qui est chef de projet au sein d'UNABEL, de la coopération belge. Donc, mais il y a un changement dans la thématique. Si vous voyez s'il y a devant vous, ce n'est plus le rôle de la diaspora dans le développement économique, mais il va nous parler de la digitalisation, donc au service du développement. À vous la parole, M. Mohamed. Vous avez un quart d'heure, s'il vous plaît.
Je ne sais pas, est-ce que Madame Wafa Bouchouata est avec nous ou pas? Elle est absente. Bon, c'est pas grave. السلام عليكم. كنظن كاملين كتعرفوا هذيك القصه ديال هذاك التلميذ اللي فوقاش ما كيعطيو له شي انشاء كيديروا على الحديقه، واخا يطلعوه في الطياره يهبطها للحديقه ويدير الانشاء على الحديقه. دابا حنايا انا عاطيني دياسبورا او سيرفيس دو ديفلوبمون، دابا كيفاش خصني نحط ديك الطياره ونهضر على ديجيتاليزاسيون سيرفيس دو ديفلوبمون اللي كنعرف داكشي اللي كنعرفو صافي. En fait, il y a quelqu'un hier qui avait parlé, plutôt que de parler de renforcement de capacité, de parler de partage de l'expérience, et je suis assez d'accord avec lui. Et ici, je suis avec vous donc, en tant que diaspora quand même, donc, parce que je suis résident à l'étranger, et je veux bien partager avec vous une expérience donc, de 17 ans sur la digitalisation des données sur les ressources en eau. C'est un programme qui a été initié par le gouvernement wallon en 1999. En Belgique, c'est en 1999. Et c'est terminé en 2017. L'objectif, en fait, c'était qu'il y a beaucoup de données. Ce n'est pas qu'il y a un manque de données. Il y a un manque de données certainement par endroit. Mais de manière générale, il y a quand même pas mal de données qui sont disponibles dans différentes études. En fait, on fait une étude. Pourquoi? Parce qu'on a une problématique, on a une question, et une fois qu'on a répondu à la question, généralement, le rapport, elle est un petit peu aux oubliettes. Donc, on le met de côté et on passe à autre chose. Malheureusement, dans ces rapports, il y a beaucoup d'informations, sauf qu'ils sont éparpillés dans des archives, dans différentes institutions, à différents endroits dans le pays. Donc, l'idée ici, c'était pour une bonne gestion, donc il fallait un outil d'aide à la décision pour une meilleure gestion quantitative, qualitative des ressources en eau, pour donner des autorisations, pour cibler les ressources, etc. Et puis, en cours de route, il y avait donc une attente de beaucoup d'autres acteurs, y compris du privé. Et donc, finalement, l'outil aujourd'hui, il est gratuit sur Internet et à disposition de tout le monde pour fournir un maximum d'informations telles que l'extension, la géométrie et la piézométrie. Ici, je parle donc des ressources en eau souterraine. Je ne vais pas m'étaler sur la méthodologie, je vais aller assez rapidement, mais s'il y a des questions plus tard, vous pouvez toujours me contacter au niveau de la méthodologie, mais je dirais que c'est une synthèse des données diverses, qui sont des données parfois qui datent de 40, 50 ans, et donc il fallait aussi un travail sur le terrain pour valider ces données. Donc en gros, c'est un peu ça. Donc il y a de toutes les données, tout ce qui est un lien avec la gestion, une gestion pertinente, une gestion durable et de ressources en eau. Sauf que ces données, c'est un peu comme les rapports aujourd'hui, ils sont un peu c'est en vrac. Et il a fallu donc structurer de manière, donc archiver ces données de manière structurée et évolutive. Ça a un impact, un intérêt très très intéressant, crucial même. Et je vais vous montrer à la fin une petite surprise, vous allez le voir pourquoi. Parce que l'avantage, c'est que la première chose, c'est qu'on va mettre en mémoire ces données. On ne va pas les perdre. Même si nous, on ne fait rien parce qu'on n'a pas les moyens, mais au moins que les générations à venir puissent en faire quelque chose. Et puis aussi, elle est évolutive, ça veut dire que c'est une base de données qui va être alimentée au fur et à mesure. Et en même temps, donc elle est structurée parce que, une fois qu'elle est structurée, ça veut dire que c'est très facile d'extraire la donnée de manière très ciblée et très rapide. Et puis, une fois donc, on a fait de l'interprétation, etc., on a fait donc, la cartographie des eaux souterraines. Mais ce qui est vrai pour les eaux souterraines pourrait être vrai pour d'autres ressources. Ça peut être vrai aussi pour d'autres aménagements territoriaux. Une fois qu'on a l'information, sur base de ces informations, on peut faire une analyse multicritère pour, par exemple, faire une carte de risque, par exemple, etc. Ou une carte de pression.
pour voir où sont les pressions sur les ressources en eau, par exemple, les besoins et les ressources. Donc les résultats, c'est donc on a une base de données centralisée et cette base de données alimentée, donc nous alimentons, nous, hydrogéologues, les équipes de travail, mais nous alimentons également donc, cette base de données. Donc c'est un mouvement d'aller-retour des données. Et puis la cartographie, finalement, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on a une multitude de rapports qui a traité pour un petit volet de la piézométrie. Il y a des données piézométriques, mais ce n'est pas le but du rapport. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire toutes les données piézométriques où qu'ils sont, et puis on va en faire une couche d'informations géographiques sur la piézométrie. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, donc on a construit les différentes couches d'informations, et puis il y a d'autres informations complémentaires sur la géologie, sur les copies hydrogéologiques, et puis il y a un rapport, donc une sorte de notice explicative. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on a la carte hydrogéologique qui est accessible gratuitement sur Internet, et c'est un changement de paradigme, et ça c'est un changement qu'on vit aujourd'hui, et que le Maroc est un petit peu en traîne. Il est un petit peu en retard par rapport à ce mouvement-là. C'est le paradigme de partage de l'information. On n'a pas tous, chacun de nous détient une partie de l'information. Il ne détient pas toute l'information. Mais ensemble, on détient toute l'information disponible. Mais mettons tous ensemble ces informations pour avoir une vision beaucoup plus claire et avoir une vision beaucoup plus intégrée. Aujourd'hui, la circulation de l'information au Maroc, elle n'est pas fluide, il y a des embouteillages partout. Donc là, je pense que c'est urgent d'y remédier. Il y a des exemples de domaines, mais je ne vais pas donner des détails. Mais aujourd'hui, c'est un outil qui est au service des producteurs d'eau, par exemple, et au service de l'activité de forage, comme pour la protection des nappes. Quand il y a un accident, par exemple, ils peuvent intervenir très rapidement parce qu'ils ont toute l'information au bout du doigt. On a l'activité industrielle, l'extractif, comme par exemple les carrières, etc., les activités agricoles, et puis l'aménagement de territoire également, donc où il y a des risques, etc. Donc vous voyez que plusieurs domaines peuvent utiliser ça, et je vais vous donner juste un seul exemple d'application, parce qu'il y en a beaucoup. Ici, il y avait donc question de délimiter une zone de protection autour d'un captage communal. Cette zone de protection, quand on l'a délimitée, elle englobe une partie de l'agglomération, avec beaucoup de coûts, donc ça allait jusqu'à entre 300 et 500 000 euros. Et puis, on va dévaloriser les terrains, parce qu'une fois qu'ils sont délimités, les terrains ne servent pas à grand-chose. Et puis, on a, grâce à la carte hydrogéologique, proposé une solution alternative, c'est d'aller forer plus profondément pour aller chercher une autre nappe qui est beaucoup plus intéressante. Et ça a coûté beaucoup moins cher. Et si je vous donne un exemple d'un foreur, un foreur, il a besoin finalement de quoi? Il a besoin de savoir où se trouve le niveau piézométrique, et il veut savoir le toit de la nappe. Donc la géologie en quelque sorte. Donc les isohypses c'est la géométrie de l'aquifère, et la piézométrie, c'est de savoir le niveau d'eau dans la nappe. Les potentiels, ils sont énormes. Il y a les potentiels, c'est un accès gratuit et c'est très rapide. Ça veut dire que le gestionnaire, pour donner une autorisation d'exploitation, par exemple, il a tout sur son écran. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de déplacements ni mobiliser beaucoup de ressources humaines. Il y a une superposition des couches d'informations souhaitées. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble des données disponibles et avoir la bonne décision. Et puis, je disais tout à l'heure, l'extraction facile des données par critères, ça peut être des critères qualitatifs comme des critères quantitatifs, etc. Et ça permet aussi de donner ou pas donner l'autorisation d'exploitation. Et puis, il y a un complément d'information qu'on peut trouver ailleurs. En attendant, au Maroc, c'est comme ça. Et il y a des données qui se meurent,
Et ces données-là, à un certain moment, on va s'en débarrasser parce qu'ils sont encombrants dans la pièce, et donc on va détruire. Et c'est des millions parfois de dirhams. Voilà, je m'arrête ici, et c'est 9 minutes 51 secondes. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps. Voilà, vous avez donc exposé des choses très, très, très intéressantes et vous avez bien respecté le temps, mais vous avez même terminé avant le temps qui vous a été réservé. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout ce qu'il y a pour cette première partie de la matinée. Donc, je voudrais savoir avec l'audience, est-ce qu'on continue sur la deuxième conférence ou on arrête pour le débat? Non. La parole c'est الحوار. غادي نرتاحوا شويه بوست كافي ان شاء الله ونديروا النيت نفس المسير هو اللي غادي يسير اللقاء الثاني ان شاء الله ونتناقشوا بحال البارح صافي الاخوان هي نشوفوا نخرجوا عندهم دابا عندهم